Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% football américain des équipes de TPO, The Playoff. Et bienvenue à tous dans cet épisode spécial été. Il est revenu, vous l'avez réclamé à corps et à cri. Je le sais puisque ce week-end, nous étions quasiment tous à Bondouf pour aller voir les Paris Musketeers. Vous nous avez appelés et donc, oui, c'est le retour de Tu préfères. Et aujourd'hui, il revient pour une saison 2. C'est Seb. Salut Seb. Salut, dit Aka, le chouchou de Flav. Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, un podcast spécial, au même titre d'ailleurs que dans les Simpsons, Ralph Wiggum est spécial. C'est notre petit podcast chéri, voilà, celui qu'on traite un petit peu différemment des autres, de façon un petit peu plus délicate, parce qu'on sait qu'il faut être précautionneux avec lui. Mais on va prendre une grande inspiration, on va se mouiller la nuque, et ça va bien se passer. Tu parlais de personnes spéciales. Et on a tout de suite notre tie-end préféré, avec qui j'ai passé une grande partie du week-end, donc justement à Bondoufle. C'est Vince. Salut Vincent, comment ça va? Salut Yaya, salut Seb, salut à tous. Ça va très bien, tout va pour le mieux. J'ai survécu à ce week-end. Très heureux d'avoir passé ce week-end en ta présence aussi, Yaya. Oui, ça peut surprendre les auditeurs, mais oui, c'était un agréable week-end. On a passé un super moment avec les Paris Musketeers aussi. Et puis pour moi, c'est un peu un dépucelage de ce tu préfères, hein, donc il faut le dire. Je ne sais pas dans quoi je vais. Allons-y gaiement, dirons-nous, et j'ai peur. J'ai peur, c'est le podcast des enfers, mais comme l'a dit Seb, c'est un peu notre enfant préféré, donc voilà. Exactement. Et donc, Flav n'étant pas là, nous avons pris un auditeur qui s'est distingué sur le Discord. Donc, si vous voulez le remplacer, n'hésitez pas à aller sur notre Discord communautaire, venir interagir avec nous faire coucou, nous parler, nous chambrer. Hein, on aime ça, surtout certains que je ne citerai pas. Et j'ai nommé Cory. Salut Cory, comment ça va? Salut tout le monde, salut l'équipe. Merci de l'invitation, merci Yaya, merci Seb, merci Vince, merci TPO. Et puis on est parti pour discuter et s'éclater pendant un bon moment. Ouais, on va essayer. Il a tout compris au podcast. Exactement, on va essayer. Aujourd'hui, c'est un peu plus détendu. Forcément, Flav n'est pas là. Hein, c'est lui, normalement, qui tient la porte des enfers. On l'appelle Hadès dans le milieu. Donc voilà. Alors, pour nous suivre, vous avez l'habitude, il y a les réseaux sociaux. C'est comme ça que beaucoup nous ont découvert. Je crois que c'est comme ça que Cory nous a découvert sur les réseaux sociaux. Donc, C'est n'hésitez pas. Sur le Discord communautaire, venez interagir avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, il y a d'autres podcasts. Il y a First Pitch qui s'occupe du baseball en ce moment. Cette semaine, c'est la semaine du All-Star Game. Donc là, on va aborder le dernier virage de la saison. Donc, allez écouter nos copains de First Pitch. Il y a également la WNBA avec Chris qui sort des épisodes spéciaux tout l'été, qui suit la saison de WNBA. Et également, on va remettre en place des épisodes spéciaux sur la NBA avec N1. Il y a également les podcasts et les live ELF. Allez-y, suivez. Si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y, allez voir les Paris Musketeers. C'est du très bon spectacle. Donc, n'hésitez pas, des spectacles de qualité. Allez-y. Et un grand merci d'ailleurs pour leur accueil aux Musketeers. C'était vraiment un très bon dimanche après-midi. Allez, c'est parti. On va commencer, mais avant de passer au Tu préfères, on va faire le quiz Cory. Donc, j'ai Cory. Je vais te poser des questions. Il n'y a pas besoin d'argumenter, rien. Tu réponds du tac au tac pour mieux te connaître. Déjà, quelle est ton équipe préférée, Cory? Baltimore Ravens. Ok. Tu préfères les Bengals ou les Browns? Les Bengals. Ah, ok, d'accord. T'es plus AFC ou NFC? AFC. Ok. Si je te dis, t'es plus un gros sac ou une interception? Un gros sac qui fait bien mal. D'accord, ça marche. Et si tu dois choisir, tu préfères une réception ou une grosse course? Une grosse course ou un sea-farm. Oh. Accompagné d'un sea-farm ou d'un bon revers. Ok, donc tu es dans la catégorie bourrin. Ouais. Ok. Sur ce sujet, ouais. Ok. Et pour le tailgate, tu es plutôt burger ou hot dog? Burger.
Ok, ça marche. Eh ben, j'espère comme ça que tous les auditeurs auront mieux appris à te connaître. Allez, messieurs, on est parti pour la saison 2 de Tu préfères. Et je n'ai pas de générique, sauf si quelqu'un veut faire un générique à la bouche, puisqu'on n'a pas les droits. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous préférez? Messieurs, tu préfères un kick-off return ou un punt return? Vous vous battez pas surtout, hein? Ah ben, je vais y aller. Je vais y aller et je vais dire un kick-off return. Je vais dire un kick-off return parce que c'est le moment où... Ah, quoique, là, je suis en train d'hésiter avec mon argumentaire qui se... Ouais, non, je préfère quand même le kick-off return parce que je trouve que, surtout si tu le fais en tout début de game, en tout début de match ou en tout début de mi-temps, c'est un gros coup déjà sur la massue de la tête de l'équipe adverse. Après, respire, Vincent, respire. Oui, là j'ai eu beaucoup de mal. Après, il y a eu aussi, il y a autre chose auquel j'ai pensé entre-temps, c'est que c'est vrai que sur un punt return, le gros avantage du punt return, c'est que ça veut dire que ta défense a bloqué l'attaque adverse, et donc tu as réussi à non seulement à bloquer l'attaque adverse et en plus à marquer des points sans que ton attaque entre sur le terrain. Donc ça aussi c'est très bien. Mais je vais rester sur ma première idée, kick-off return. Ok, Seb, à toi. Alors moi je choisis le punt return pour une raison très très bête, c'est que lorsque je jouais, moi j'adorais faire le gunner sur le punt. C'était un de mes petits plaisirs en match, de partir sur l'aile et d'aller sur le porteur du ballon, parce que tu as une belle opportunité de faire un bon gros plaquage bien percussif, ou même si tu fais bien ton boulot, de rabattre le relanceur à l'intérieur du terrain pour que les copains fassent le boulot. Et puis je trouve aussi que le punt, alors pas tant le retour, mais la couverture du retour, pour que ce soit efficace, il faut être super bien organisé. Il faut que chacun vraiment garde sa ligne et connaisse son boulot, et moi ça me plaît énormément. Corey. Ah, je vais aller à contresens, je vais aller partir sur le kick-off return, comme ça chauffe le stade, ça chauffe les attaques, ça chauffe les défenses, ça met tout le monde dans le droit chemin, quoi. Ok. On a vu cette année une évolution dans le kick-off. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans votre perception? Oui. Clairement, pour Vas-y. moi, oui. Déjà, maintenant, avec les lignes, les nouvelles lignes nouvellement placées, là, je pense qu'on peut gérer beaucoup plus de points de travail de retour sur un punt, justement, que sur un kick-off. Le kick-off, maintenant, est beaucoup plus... voilà, on n'a plus l'effet de surprise du onside kick, et c'est quelque chose qui est regrettable, mais d'un autre côté, si on veut protéger les joueurs, il faut aussi trouver une solution. Après, comme on le voit, hein, les punt et kick-off, c'est deux choses qui sont similaires en soi. On a beaucoup d'élan quand les deux équipes se rencontrent. Et justement, on a changé le kick-off. On va voir comment ils arrivent à changer le punt, parce qu'il y a beaucoup de blessés sur les retours de punt aussi. Donc, à voir. Même s'il y a beaucoup d'arrêts de volée quand même sur les punts. Ouais. De plus en plus. Ouais. Seb, toi, le changement du kick-off? Alors, changement du kick-off, d'accord sur l'aspect sécurité des joueurs, effectivement, parce que c'est des phases de jeu qui restaient dangereuses, où tout le monde arrive lancé, qui sont particulièrement violentes. En revanche, ça a changé rien du tout, ou presque. Je veux dire, il y a plus de 60% des kick-offs qui terminent dans l'embut en touchback. À tel point que lorsque surgit régulièrement le débat de l'utilité de la phase de jeu de kick-off, même si au fond de moi ça ne me plairait pas qu'on les supprime, quelque part je trouve pas la question si dénuée de sens que ça, quand on voit la proportion de ballons qui vont mourir au fond de l'embut. Et puis en fait c'est un renvoi au 25 yards maintenant, depuis que la règle a évolué. Donc l'intérêt de la phase de jeu en elle-même, pour moi, elle est devenue très limitée. Alors que je trouvais que c'était une des plus dangereuses, mais aussi une des plus excitantes du football. Là, bon. C'est pas 30 yards maintenant? Ou c'est que c'est en ELF, je suis pas très...
Je suis pas très à jour sur la règle du kick-off. Je crois que c'est 30. Ouais, non, je crois que tu as raison, Vin, c'est sur les 30 yards. 35 yards, autant pour moi. Je m'excuse pour la bêtise. Voilà, c'est 35 yards. C'est même plus les 20 yards, c'est les 35 yards. Donc, l'intérêt est de plus en plus limité. Les 20 yards, hein, c'était le bon vieux temps, mon pauvre monsieur. Ah, bah, c'est quand on était jeune, hein, mon brave monsieur. On avait encore des cheveux, on n'avait pas de rhumatisme, tout ça. Je parlerai pas du reste. Ok. Toi, Cory? Moi, je reste dans l'optique que, certes, c'est beaucoup moins utilisé, comme dit Seb, sauf que quand ça se passe, et ben, ça chauffe vraiment le match, ça met vraiment le match dans l'entrain. C'est très, ça apporte beaucoup d'engouement, et puis ça excite tout le monde, quoi. Autant les équipes que le stade, que les coachs, ça change la donne parce qu'ils ont préparé des plans de match, des plans de jeu, et ça démarre par un kick-off retourné. Donc, pour moi, je reste fixé là-dessus. Et le fait qu'ils me mettent la remise en jeu le plus loin possible sur le terrain, donc on parlait des 20, 25, 30, 35, c'est justement pour inciter les équipes à ne plus taper en ballon mort, parce qu'ils savent très bien que maintenant, il vaut mieux limite faire jouer. Donc à la fois, on cherche la sécurité des gens en remettant des courses moins longues, mais en même temps, on va forcer ces courses en forçant les équipes à moins taper en ballon mort. Donc bon, c'est un peu paradoxal. Ok. D'autres choses à rajouter sur ce premier item? Pas plus pour moi. Non. Ok, bon, on va rester dans les kick-offs. On va commencer par toi, Seb, puisque tu es un ancien receveur. Sur le coup d'envoi, si tu gagnes le toss, tu préfères recevoir ou recevoir à la mi-temps? Je dirais que ça dépend de la force de ton équipe. Une équipe très défensive, moi je lui conseillerais de choisir de réserver son choix pour la deuxième mi-temps, puisque 90% du temps, les équipes choisirent de recevoir le ballon afin d'avoir sa défense sur le terrain pour débuter un match, de commencer sur son point fort, ce qui peut vraiment donner le ton du match pour ce club-là. Après, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Tu as notamment, si le stade est en extérieur, comment le soleil va tourner. Tu as parfois des équipes qui vont voir dans Dallas ou d'autres. Miami, tu vois ce genre d'endroit. Les Dolphins, tu vois comment est foutu leur stade. Tu sais qu'à un moment, tu vas être favorisé ou défavorisé par le soleil, suivant le sens dans lequel tu joues. Donc moi, je conseillerais de voir quel est cet environnement et surtout de jouer sur ses forces. D'accord. Mais en règle générale, on va dire que tu es dans un dôme bien fermé, il n'y a rien. Toi, tu préfères recevoir ou... Je préfère recevoir, évidemment. je suis comme tout le monde. Je suis un normie. Je préfère recevoir. Ah oui. C'est ton côté ultra-libéral, ça, tu vois. Cory, à toi. Toi, tu préfères que ton équipe reçoive en premier ou à la mi-temps? Moi, je dirais en premier. C'est histoire comment dire, de mettre en place, comme disait Seb, ses forces. Donc, si nos forces c'est l'attaque, faut se mettre en place, faut se mettre dans le bain, faut montrer ce qu'on vaut, faut aller de l'avant, faut y aller, quoi. Donc autant avoir le ballon tout de suite et se mettre en jambe, quoi. Si nos forces sont l'attaque, comme on a pu le dire, quoi. Okay. Ça dépendra toujours des points forts et des points faibles d'une équipe. Hein. Alors, je vous rappelle, les gars, le principe, c'est tu préfères. Donc, tu préfères la recevoir ou pas, hein, c'est ça, vraie question. Moi, je vais la recevoir, alors. Ok. Ça m'étonne pas que tu reçoives, tiens, tu vas voir. Ouais. Vince, toi, l'ancien coach, l'ancien président, l'ancien fondateur. Moi, je préfère garder mon choix pour la deuxième mi-temps. Comme ça force l'équipe à recevoir. Je fais rentrer ma défense, mais surtout, je choisis mon côté pour le premier quart-temps. C'est surtout ça qui me permet de faire mon choix. Pour le premier quart-temps, dans les conditions... Alors en plus, moi, je vis du côté d'Avignon, donc avec beaucoup de Mistral. Et le choix de ce quart-temps, ça m'est arrivé, je ne vous cache pas, de voir les équipes choisir le côté
plutôt que de recevoir le ballon au début. Tellement le Mistral était fort. Vraiment, hein, je n'exagère pas. Donc oui, ça y joue énormément. Après, il faut pas oublier que dans le football américain, on tourne de côté à chaque mi-temps, donc à chaque quart-temps, pardon. Donc c'est vrai que c'est souvent très égalitaire, mais en cas de soleil rasant ou de trucs comme ça peut beaucoup y jouer. Donc non, je préfère décliner mon choix et le réserver pour la deuxième mi-temps. D'accord. Justement, est-ce que c'est pas un avantage justement de recevoir à la mi-temps pour essayer d'avoir 2 possessions coup sur coup? C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, tu drives, la dernière possession de la mi-temps et tu récupères la balle tout de suite à la mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre choix? Ça, c'est pas quelque chose que tu peux anticiper si tu auras la dernière possession de la mi-temps. C'est des calculs d'apothicaire. Voilà, ouais, là, tu rentres dans des calculs, c'est Madame Irma, quoi. C'est la boule de cristal. Après, si la physionomie du match est telle, oui, c'est un avantage. D'autant si tu marques sur la dernière possession et que tu reprends à la mi-temps avec la première possession, oui, bien sûr, c'est un avantage évident. Ça dépend de la physionomie de ton match, et ça, c'est des choses que tu peux pas le faire entrer dans ton plan de jeu. C'est pas possible. Non, mais en fait, c'est dans le sens où tu te dis, il y a plus de chances, vaut mieux que je l'ai à la mi-temps, comme ça, il ne me marque pas 2 fois, ou moi, je peux marquer. Non, je pense que ça rentre pas en ligne de compte. Non, ça rentre pas en ligne de compte. Ça rentre pas en ligne de compte, d'autant plus qu'en fait, tu pourrais aussi tourner la chose différemment en disant que s'ils ont la première possession, ils pourraient avoir une possession de plus que toi à la mi-temps, et que si chacun marque, ils rentreront à la mi-temps en ayant l'avantage. Même si tu sais que tu reçois, tu sais que c'est pas pareil. Et donc, en fait, le rentrer devant au score à la mi-temps, c'est quand même un avantage sur le terme mental assez important. Et après, la deuxième chose, moi, c'est que je préfère récupérer à la mi-temps parce que souvent le plan de jeu il est travaillé dès le départ. Oui. On sait très bien le premier quart-temps, quasiment le premier quart-temps, tous les jeux ils sont quasiment écrits dans les équipes NFL. On sait grosso modo ce qui va se passer, à part grosse interception ou gros changement de position. Donc en deuxième mi-temps, c'est un peu plus différent. On sait grosso modo ce qu'on veut faire, mais c'est un peu plus différent. On a déjà vu ce qui s'est passé, on a des adaptations. Donc voilà. Pour moi, j'ai commencé avec son attaque sur un deuxième mi-temps, c'est pas plus mal. Oui, mais si ton plan de jeu se passe bien en premier quart-temps, ça se passe quand même. Mais oui, mais bien sûr. Mais l'adaptation est plus facile à faire en attaque qu'en défense. Donc Oui, c'est adapter un schéma offensif pendant la mi-temps, c'est plus facile qu'adapter un schéma défensif. Ça, je suis d'accord. Ça marche. Autre chose à rajouter? Non. On a été OK. OK. Question suivante. Messieurs, vous êtes plutôt field goal ou on joue la 4e? Oh, allez, on va laisser Cory parler. Va. Voilà, oui, Cory, tiens. Allez, t'as raison, je vais te l'inviter sous le bus, Vince. C'est une bonne façon de faire. Moi, si on joue la même 4e que cette année face aux Bills en playoff, je préfère faire un field goal. Hein. Il marque pas. Ouais, forcément. C'est pareil, ça dépend de la physionomie du match. Si c'est le premier carton et qu'il y a 7-0, tu vas pas jouer tout de suite le 2 points de conversion. Mais après, c'est sûr que si tu arrives dans le money time, que tu as beaucoup de choses à jouer, autant y aller franc jeu. Mais moi, je suis pour le jouer quand c'est en bonne conséquence, quoi. Okay. On est d'accord que la question, c'est pas le field goal à 1 point ou à 2 points, c'est le field goal ou les 2 points. Non, c'est où tu tentes un field goal, où tu fais la 4e tentative, ou tu tu joues la 4e. Ah, pardon, je suis parti ailleurs. Oui, on a bien vu, mais bon, on voulait pas tout de suite te mettre dans la sauce. Hein. D'ailleurs, Sauce Gardner, qu'est-ce qu'il nous montrera? Mais vas-y. Ouais. Moi, je vais partir sur field goal, sécurité. Sécurité, on voit comment ça se passe et puis après on avise. Hein, comme pour Vince sur la question d'avant, on voit la physionomie du match et puis on avance, on met tout le plan en jeu. Ok. Tu n'es pas Dan Campbell style. J'aime beaucoup la mentalité d'un Campbell, mais je pense que des fois il faut savoir se modérer, quoi. Ok,
Seb. Ouais, j'allais te dire, ça dépend si je suis Dan Campbell, précisément. Ouais, mais je te connais trop bien. Voilà, mais j'aurais tendance à jouer la sécurité. Voilà, take your points, don't take a chance. Mais quand tu joues une 4e, alors une fois de plus, tout dépend des circonstances, de la physionomie du match, à quel moment tu la joues, où tu es sur le terrain quand tu la joues. Mais quand tu as le choix entre un field goal et jouer une 4e, si la 4e elle réussit et que tu marques, tu es un héros. Si tu la loupes, alors que tu aurais pu prendre 3 points et te rapprocher un peu du score et rendre le jeu plus manageable, on va t'en vouloir à mort. Donc on prend les 3 points et puis voilà. Oh, vous êtes très conservateur. Vince. Je vais faire une double réponse, j'en suis désolé. Ah non, c'est tu préfères, c'est pas. Alors, le fan que je suis préfère la quatrième tentative. Le coach que je suis préfère le field goal. Tu m'étonnes. Donc voilà. T'es président, entraîneur, joueur. Alors excuse-moi, tu vas pas virer l'entraîneur quand même en tant que président. Bah, je me virer moi-même, c'est compliqué. Mais non, il faut. En fait, bon, là on est d'accord, ça va beaucoup dépendre de la physionomie du match. Clairement, on sait quand il faut tenter la 4e, quand il ne faut pas. Ça dépend de la position sur le terrain, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais oui, de manière générale, moi je suis adepte du jeu, du beau jeu. J'adore qu'on progresse et qu'on tente des choses, qu'on ose. Donc oui, je suis plus 4e tentative, moi, clairement. Alors, je vais reformuler. Tu es sur la ligne des 20 yards. Tu as une 4e et 2. Ouais, je joue. 4e, bah oui. 4e et 2, je joue. Tu joues? Oui. Ok. Je joue, même si je perds la balle, en fait, l'équipe adverse partira des 20 yards. Alors que si je marque un field goal ou quoi, ils repartiront sur les 35. Ils gagnent déjà 15 yards. Si ma défense fait un bon stop, j'ai confiance en ma défense, elle fait un bon stop, je récupère une bonne position après le punt. Enfin, pas après le punt, mais après la turnover and downs. Mais oui, si la défense fait du bon boulot. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, Seb, est-ce que ça te fait changer ce que je propose? Est-ce que ça te fait changer d'idée? Non. Tu prends les 3 points? Je prends mes 3 points. Ça marche. Cory? 4e et 2, je la joue sur les 20 yards. Ok. Est-ce que vous avez vu, vous, alors, Cory, toi, tu regardes depuis 2017, c'est ça à peu près? Ouais, 2017, il me semble. Ok. Est-ce que vous avez vu une évolution dans la mentalité, justement, de jouer les 4e? Et qu'est-ce que ça vous apporte de jouer ces 4e? On parle de Dan Campbell. On parle bien de NFL, on ne parle pas de. Oui. On ne parle pas de. D'universitaire. Non. Nous, on a un podcast NFL, on parle. Déjà, Seb, tu le confirmeras peut-être, mais quand une défense arrive à bloquer une attaque et qu'ils se font une 4e et qu'ils passent la 4e, que ce soit la passe à la course ou quoi que ce soit, mais qu'en tout cas qu'ils arrivent à franchir, ça met un coup au moral. Hein, parce que là, on se dit, putain, c'est pas 3 tentatives qu'il faut leur bloquer, c'est vraiment 4, surtout quand la 4e est longue. Hein, ça fait vraiment un coup au moral. Ça fait mal, on y retourne, ça fait. Ouais, des fois, c'est douloureux. Après, ces athlètes-là en NFL sont bien plus préparés que ce que nous, on l'était en jouant en France. Il n'empêche que le ressenti, c'est clairement, ça veut dire, le coach, il dit clairement, j'ai confiance en mon attaque, quoi. J'ai confiance en mon attaque, je sais qu'elle est meilleure que leur défense et en avant. Il y a des risques, clairement. On peut qualifier ça aussi d'égo surdéveloppé, parce qu'on pense qu'en fait, on va y arriver alors qu'on n'y arrive pas. Maintenant, si on fait un calcul très simple, si on considère qu'il faut faire 10 yards chaque fois, si on n'a que 3 tentatives, il faut faire plus de 3 yards. Si on a 4 tentatives, il faut faire 2 yards et demi. C'est vrai que tu peux effectivement envisager ton 4e comme un down à part entière et pas le down où tu vas punter. Après, une fois de plus, jouer une 4e dans les 20 yards adverses ou jouer une 4e sur tes 10 yards, c'est quand même pas le même deal. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de field goal et pas de punt. Donc, est-ce que j'ai constaté une évolution? Alors ça, c'est
c'est vraiment compliqué à dire. Ça demanderait de compiler certaines données parce que là, au doigt mouillé, je suis incapable de donner une bonne réponse. Quand tu joues ta quatrième, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que tu es... Alors, soit tu es... voilà, il faut que tu la joues pour rester dans ton match, ou tu es dans une situation désespérée et il faut que tu la joues quoi qu'il arrive, ou tu es un enragé type Dan Campbell et tu la joues. Ou t'as pas confiance dans ton kicker. Est-ce que j'ai vu... Ou t'as pas confiance en ton kicker. Oui, mais ça peut arriver. Ou ton kicker, il vient de se faire un genou à l'échauffement. Ce qui est arrivé aux Giants t'as pas le choix. l'année dernière qui perdent le match contre Washington pour ça, parce que le kicker se blesse et ils sont obligés de jouer toutes les quatrièmes. Exactement. Ils se sont retrouvés dans cette situation. Alors, on parle d'un cas d'école, hein, mais c'est la preuve. Ça peut arriver. Donc, est-ce qu'il y a une évolution ? Je suis pas sûr. Il faudrait vraiment que je jette un œil sur les données exactes de ce point-là. Il est certain que ces dernières années, du côté de Détroit, c'est devenu... Enfin, tu sais que sur un match des Lions, tu vas avoir des quatrièmes qui vont J'ai être l'impression joués. quand même qu'on retourne un petit peu plus vers des quatrièmes tentatives tentées dans le camp opposé. J'ai cette impression-là. Effectivement, je pense que Dan Campbell, y est pour beaucoup. Par contre, ce qu'on voit vraiment de moins en moins et vraiment qui commence à être rarissime, peut-être qu'il y en a une ou deux dans les saisons, c'est des fake punts qu'on voit plus du tout. On en avait vu, ouais, on voit On en a vu un des Broncos cette année. Ouais. Je pensais à, je sais plus, une autre équipe qui a fait un joli. Titans de mémoire. Oui. Mais peut-être que je me trompe. Alors moi, je vais rentrer dans l'arène là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une arme, la quatrième tentative. Alors, on va mettre de côté les fins de match où on court, on est un peu en mode desperado, on essaye d'avancer vaille que vaille et pour aller au bout. Moi, je trouve que surtout, c'est le message que lance le coach au vestiaire. Dans le sens où... Confiance. Ouais, c'est-à-dire que les gars, bah, ok, mais vous y allez parce que je sais. Et confiance à la fois dans l'attaque, en disant, je sais que de toute façon, vous pouvez avancer, et même si l'attaque n'avance pas, derrière, la défense va pouvoir gérer. Tu vois, c'est vraiment ce côté où message, et il y a des matchs où, sur des quatrièmes tentatives, bah, on a vu un momentum changer. C'est que derrière, bah, ça va continuer à fatiguer la défense. La défense ne sort pas, reste sur le terrain. Et si en plus elle est convertie, ça donne un regain d'énergie qui donne une avance. Donc, moi, par rapport à ça, moi, j'ai plus l'impression de... après, effectivement, ça va dépendre du match, mais une équipe qui est un peu en difficulté où il y a besoin, je trouve que le côté quatrième tentative dans la partie de terrain adverse, des fois, c'est beaucoup plus salvateur qu'un field goal qui, sur le coup, on a vu beaucoup de field goals manqués ces derniers temps. Autre chose à rajouter ? Non. Ok, allez, on va continuer. Messieurs, on va commencer par toi, Seb. Est-ce que tu es plus sack ou tackle for loss ? C'est intéressant comme Merci. question. Oui. Non, mais ça t'arrive comme quoi, tu vois, faut s'y reconnaître quand les choses sont bien faites. Prépare-toi, il y en a d'autres qui sont un peu plus piqués d'hannetons. Non, mais je sais que tu vas me décevoir après. Je me fais pas d'illusions. Je sais que la performance va être décevante après. Tu vas être déçu, ça va être encore pire. Ouais. Voilà. Non, alors plus sérieusement, sack ou tackle for loss. Ouais, je vais rester sur le sack quand même. Parce que même si le tackle for loss, c'est toujours un bel exploit, le sack, tu as quand même le prestige qui vient avec. Et puis, on suit plus la course au meilleur sacker de la saison qu'au meilleur plaqueur pour perte de terrain, ce qui est peut-être un tort, hein, en fait, parce que c'est vrai que c'est une statistique individuelle qui n'est pas assez valorisée.
à mon goût, le plaquage pour perte de terrain. Mais le sac, ouais, moi je préfère le sac, d'autant que le sac peut aussi impliquer une chasse au porteur de balle quand le QB tente de s'échapper. Donc voilà, moi je suis sac. Je suis très gros sac. On parle de sac de billets qui nous a ramené du côté de Bondoufle. On parle de Vince. Oh oui, moi, je suis plein de billets, énormément. J'en ai plus beaucoup après avoir passé une soirée avec toi, malheureusement. Mais bon, voilà. Non, je pense que je partirais plutôt sur sac aussi. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, qui dit sac dit plaquage du QB. Qui dit plaquage du QB dit qu'on le marque, qu'on lui fait comprendre qu'on est là, qu'on lui imprime une pression forte, et donc forcément, c'est lui le maître à jouer de l'équipe adverse, et donc c'est lui qui la première machine à enrayer dans une équipe, c'est le QB, et si on arrive à enrayer cette machine-là, c'est tout gagné. Je noterai juste par contre qu'un plaquage pour perte est des fois bien plus impressionnant qu'un sac, parce que souvent c'est fait avec un QB qui arrive lancé, et donc on a deux masses qui arrivent au milieu de la ligne là, et que ça fait un gros boom. C'est vraiment impressionnant. Pour autant, je resterai sur le gros sac. Okay. Un sac sur Caleb Williams, c'est un sac et un tackle for loss en même temps, du coup. Il est bon. On aime. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment c'est comptabilisé. S'il est hors de la poche, je ne sais pas. Il est quand même souvent hors de la poche. Hein. Non, en fait, s'il est hors de la poche, ça si ça considère un sac, en fait, ça dépend beaucoup s'il a fait l'effort d'aller vers l'avant ou pas. Ah oui, ok. Et ben moi, je vais rester sur sac parce que sac, c'est plaquer le QB, et plaquer le QB, c'est plaquer le cerveau de l'attaque et ça fait mal, quoi. C'est rentrer dans la tête de l'attaque adverse. C'est inquiéter tous les tackles parce que forcément, bah, quand tu vas faire un sac, c'est que soit tu as soulevé un tackle, soit qu'il t'a pourchassé, qu'il t'a pas rattrapé. Donc pour moi, c'est bien plus productif et inquiétant sur des matchs à enjeu comme la NFL, comme le football américain. Ok, alors moi, je vais être complètement à l'opposé de vous. Moi, un backer qui rentre, qui pénètre tout, et juste au moment où il y a la transmission au running back, et que le running back se prend un méga plaquage, mais genre, ça fait trembler tout le stade. Ah non, mais un truc méchant. Et là, tu vois, ça met un... Je parlais de momentum tout à l'heure, ça peut remettre un momentum complètement à l'envers. Parce que c'est le côté pas prévu. Tu vois, le sac, tout le monde sait qu'on va aller chercher le quarterback. Et du coup, là, c'est vraiment, on savait qu'il y avait une course, on t'attendait, tu as voulu y aller, tu as voulu donner une course plein axe nord-sud au running back. Et là, tu le mets sur les fesses et derrière, tu as le méga, tu as la célébration, comme pour un sac d'ailleurs, parce que pour moi, je trouve que les deux, c'est kiff-kiff. D'ailleurs, dans John Madden 92, quand tu faisais un tackle for loss, il y avait marqué sac. Donc voilà. Oui, j'ai joué à John Madden 92. Oui, il y a un problème, messieurs? Aucun problème. Non, t'es vieux, quoi. Ok, vous avez d'autres choses à rajouter sur le sac ou Sur la dimension physique et le tackle for loss, je suis d'accord avec toi, clairement. Ouais. Parce que les sacs, des fois, ça vient d'un blitz avec, je sais pas moi, un safety qui vient ou tu vois. Donc, bon, tu me diras pareil pour le tackle for loss, mais j'aime bien le truc où il y a le running back qui baisse l'épaule là, qui est en pleine accélération et oh, il était tombé sur un mur et tu te retrouves sur les fesses. Enfin bon. Autre chose à rajouter sur le sac ou tackle for loss? Non. On enchaîne. Allez, là, ça va être un peu plus pour toi, Corey. Mais on va rentrer sur des débats un peu plus vifs. Oula. Ouais. Corey, tu préfères NFC ou AFC
South. Oh non! Oh non, mais j'étais pas prêt là. Les deux? Tu me parles des deux là? Ouais, lequel tu préfères si tu dois regarder? Ouais. Oh là là. Alors, juste une chose pour les auditeurs, vous ne voyez pas la tête de Seb et Vince, mais rien que pour ça, ça mérite une vidéo. C'est bon, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est vrai, on n'a pas dû être sage, hein, sans rire. Je sais pas ce qu'on Vous avez a fait, trop mais- embêté Flav. Ouais, je vais dire AFC South parce que je pense qu'il y a quand même deux, trois opportunités pour les Texans, pour les Jaguars s'ils se mettent en jambes. Les Colts, ça peut tourner pas trop mal aussi. Ouais, je vais partir sur AFC. NFC, désolé du terme, mais c'est trop le bordel tous les ans. Tu peux jamais rien prévoir, tu peux jamais anticiper. Oh bah, tu sais que c'est les Buccaneers qui gagnent à la fin, donc. Ouais, mais c'est vrai qu'on dit ça tous les ans, je suis d'accord, mais c'est jusqu'à la dernière minute de la week 18, t'as rien à jouer. Alors, je vais partir sur la FC South, ouais. Je pense il y a deux, trois belles équipes en devenir. Un petit peu plus que de l'autre côté. Pas forcément beaucoup plus, mais. Bon, alors, t'es un invité, donc toi, tu passeras pas la compta en disant l'équipe de Flav est la meilleure de tous les temps. Donc, Non, ok. non. Très bien. Donc ça va, toi, tu peux le dire. Alors, messieurs, à vous. Est-ce que vous allez dire du bien de la conférence de notre cher Flav National ou pas du tout? Vince, vas-y. Oh, mais gentil. C'est bien gentil. Débrouille-toi. Allez, Débrouille-toi avec ça. Alors, Je t'en prie. alors là, il faut se mouiller la nuque. Hein, là, franchement, c'est. Je vais dire à regarder cette année AFC South. À regarder cette année. Par contre, dans les années récentes, dans les années 2000-2010, dans les 20 dernières années, dirons-nous, la NFC South a été quand même a pourvu beaucoup de champions, beaucoup de finalistes, et c'est vrai que cette conférence a quand même eu pas mal de beaux champions. Alors, il y a les Saints forcément, les Buccaneers ont gagné aussi, les Panthers ont gagné au milieu des années 2010, et les Falcons. Alors les Falcons, bon, ils ont 28-3. Ça reste les Falcons. Avec ce fameux match contre les Patriots, 28-3, alors qu'il restait 3 minutes dans le troisième quart-temps. Voilà, c'est mine de rien, ils sont allés quand même beaucoup de fois au Super Bowl, cette conférence. Maintenant, si on parle de la saison à venir, clairement à FC South, je ne vois pas beaucoup d'intérêt dans la NFC South. Les Falcons restent les Falcons. Les Saints et les Panthers vont avoir un duel âpre pour savoir qui aura le premier choix, ou en tout cas qui sera la plus mauvaise des deux équipes pour aller avoir ce premier choix. Et les Buccaneers finiront, à mon sens, largement premiers de cette division. Enfin, largement, en tout cas premier. Alors que dans la AFC South, il y a quand même les Titans qui ont eu ce premier choix cette année. On est curieux de voir ce que ça donne. Les Colts qui ont une belle reconstruction, on en a parlé. Hein, pourquoi pas le côté de Daniel Jones. Les Jaguars, bon, ben ouais, c'est les Jaguars, c'est peut-être un peu du statu quo et c'est peut-être ce qui est un peu décevant ces dernières saisons dans cette division. Et les Texans qui ont quand même, somme toute, une très bonne équipe et qui arrivent en finale de conférence depuis 2 ans d'affilée. Donc, oui, plutôt AFC South pour la saison à venir, clairement. Okay. Seb. Eh bien, je suis David, mon collègue. Ouais, je suis de l'avis de mon collègue de Vincent parce que clairement l'AFC South va avoir des équipes plus intéressantes à regarder jouer. Je pense en particulier à Houston et alors on parlait d'Indianapolis, même si il y a une reconstruction en cours, mais qui a l'air un petit peu fragile. Voilà, faut attendre de voir ce que ça a donné. Il y a quand même des bonnes bases. À la fin de la saison dernière, ils ratent les playoffs de
pas grand-chose. Au final, ils ratent la tête de la poule de 2 victoires. C'est une poule dans laquelle il risque de se passer plus de choses, l'AFC Sud, que la NFC Sud, au sein de laquelle je ne vois pas pourquoi Tampa Bay ne continuerait pas sa domination. Et les 3 autres équipes vont se battre pour les miettes. Après, une fois de plus, ces 2 divisions dont seul sortira le champion. Et ce sont certainement les 2 divisions les plus faibles, même en leur sein. Là où on a, tu vois, par exemple, une division comme l'AFC Nord qui, ok, va peut-être sortir qu'une équipe, mais peut aussi en sortir 3 et qui va être très compétitive en son sein. C'est un peu moins le cas de la NFC Sud en particulier. Donc l'AFC Sud, il faudra garder un œil pas tant sur la poule, mais sur les équipes qui la composent, et en particulier regarder la façon dont elles se comportent lors des matchs hors de la division. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a juste une chose, c'est que du côté de l'AFC Sud, donc on a une équipe qui a évolué d'un coup grâce à un trade, le trade de Deshaun Watson, a récupéré 2 tours de draft, 2 premiers choix, un numéro 2, un numéro 3, et a tout de suite performé dans une division qui était assez faible. Et du coup, elle est devenue attractive et a su profiter du fait que la médiocrité, j'ai envie de dire, des autres équipes, puisqu'elles avaient des blessés, elles étaient en fin de cycle et tout ça. Moi, surtout, dans la FC Sud, moi, c'est la déception permanente qui est Jacksonville. Chaque fois qu'on pense qu'ils font un bon parcours en play-off, l'année suivante, on se dit, ça y est, c'est parti, c'est l'équipe qui va avoir un cycle de 3-4 ans, et patatras, ils se prennent les pieds dans le tapis à chaque fois. Les Colts restent les Colts. C'est un peu pareil, on attend toujours qu'il y ait quelque chose, mais ils n'arrivent pas à enclencher le step. Et Nashville, enfin Tennessee, l'équipe des Titans, eux, en revanche, mais ils ont été au bout de leur cycle, ils ne sont pas réussis, ils ont décidé de repartir de la base, de trader leurs meilleurs joueurs et d'obtenir des tours de draft et de reconstruire. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Là, on va sur un cycle Houston Texans qui va normalement être un peu au-dessus. Effectivement, je suis un peu comme Seb. J'ai envie de voir que vont faire les Titans à côté. Ça fait 2 années qu'ils sont dans le top 4 des équipes de l'AFC. Moi, j'aimerais voir si cette année, ils vont pouvoir aller en finale de conf. Est-ce que dans leur construction, ou est-ce qu'ils bénéficient uniquement de leur division qui est facile pour aller plus loin? Donc ça, c'est par rapport à l'AFC. Pour la NFC, mais il y a les Buccaneers qui, eux, ont une équipe qui surfe encore sur la période Super Bowl. Ils améliorent régulièrement. Les Saints, on sait, ils vont être au fond du trou. Les Panthers, ça a été moins mauvais que prévu l'année dernière. J'ai hâte de voir la saison 3 de cette équipe, du projet Bryce Young. Je veux voir ce qu'il va donner sur la saison. Et les Falcons, il y a toujours ce goût d'inachevé. L'année complète de Michael Penix m'intrigue au plus haut point, avec des joueurs qui sont dans leur prime et qu'il va falloir valoriser. Je pense en attaque, je pense à Drake London et Kyle Pitts et Bijan Robinson. J'ai hâte de voir ça plus en détail. Donc moi, de sensibilité, je suis plus NFC. J'attends plus des équipes de NFC que des équipes d'AFC. Atlanta, ils ont tout ce qu'il faut pour, moi, je pense. Mais ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'Atlanta, ils ont tout ce qu'il faut pour. Enfin, on pensait que c'était un QB de quelque chose. Ils ont fait finir un QB et puis ça n'a pas marché. Donc, je sais pas si tu as regardé l'épisode Netflix, ce que. Je suis pas au bout encore, mais ouais, je suis dedans. Il y a un truc un peu bizarre dans l'arrivée de Kirko et la signature de Michael Penix. Ouais. Mais puis aussi les appels des jeux. Un peu.
ils parlent, ils disent, même Bijan Robinson, ils disent, il y a beaucoup trop de motion, il y a beaucoup trop de ci, il y a beaucoup trop de ça. Donc après, je suis pas arrivé au bout de la série, mais même les gars sur le terrain, ils n'arrivent pas à comprendre le cahier de jeu et pourquoi ça se passe autant comme ça, quoi. Ok. Autre chose à rajouter sur ce débat, jeunes gens? Et quel débat? Non, je pense qu'on a tout dit là. Hein. Ok. Allez, on va continuer. Alors là, on va arriver dans un débat un peu plus... deux débats un peu plus historiques. On va commencer. Messieurs, vous êtes plus Aaron Rodgers ou Brett Favre? Je préfère. On reste sur le sportif, on est bien d'accord. Non, parce que si on est sur l'extra sportif, je vais avoir des choses à dire. Pour les deux. Alors, là, c'est mon cœur de fan nostalgique qui va parler. Ça va être Brett Favre. Parce que moi, c'est vraiment pour moi, mes grandes années de football, pas que les années actuelles soient de grandes années, mais ce sont les années dans lesquelles j'ai vraiment été à fond dedans pour la première fois. Et tout de même, la déception, c'est que, en fait, on peut faire le même parallèle avec Aaron Rodgers et pour le même club, en plus, c'est que malgré tout, ces deux joueurs dont on s'attendait à ce qu'ils assoient une nouvelle dynastie dans la NFL avec Green Bay, et puis ça a fait un petit peu long feu, quoi. C'est un titre chacun, alors qu'on s'imaginait que ce serait une franchise à 4 titres en 10 ans en leur temps. Et ce parallèle de carrière au sein de Green Bay est intriguant. Brett Favre, donc, il fait ensuite son petit passage aux Jets, et la prophétie était complète si Aaron Rodgers avait signé aux Vikings par la suite, comme Brett, mais ça ne sera pas le cas. Brett qui va finir un petit peu tristement d'ailleurs sur cette passe loupée, cette passe qu'il lâche pendant un match de playoff, alors que s'il avait voulu, il aurait pu courir, certainement prendre le first down, mais ça voulait dire prendre un coup et il aimait pas ça. Donc voilà, et surtout, il y a une chose, il y en a un des deux dont la carrière n'est pas terminée. Aaron Rodgers va peut-être se relancer aux Steelers. Alors, il ne pourra pas se relancer pour 4 ou 5 ans parce que commence quand même à prendre de l'âge. On parle d'un quarterback qui est quadragénaire. Mais si je me base sur l'affect, moi, je suis team Brett Favre. Vince? Moi, je suis plus team Aaron Rodgers pour la simple bonne raison que je l'ai beaucoup plus vu jouer que Brett Favre et je suis plus j'ai commencé le football en 98-99, donc c'est la pleine épopée du quatuor Aaron Rodgers, Peyton Manning, Tom Brady et j'ai perdu son nom vraiment, des Drew Brees, merci. Eli Manning. Non, et Drew Brees. Donc voilà, moi j'ai vécu avec ces quatre-là. Qui ont vraiment bercé ma découverte du football américain. Donc, ouais, je vais plutôt partir sur Aaron Rodgers qui a fait, malgré ces 2 dernières saisons et malgré peut-être, on ne sait pas encore la saison qu'il va faire cette année, mais en tout cas qui a fait une immense carrière et qui sera nul n'en doute au Hall of Fame très rapidement. Parce que lui, c'est un vrai quarterback. Oui, mais il n'a qu'un seul titre de MVP du Super Bowl. Voilà. Allez, Cory? Trop jeune dans le domaine pour connaître assez bien Brett Favre, hein, malgré ce qu'on peut voir sur Internet et sur les plateformes de streaming. Donc, team Aaron Rodgers. Ok. Il y a un documentaire qui est sorti sur Ouais, j'ai vu. justement sur Brett Favre et toutes ces histoires un peu sombres. Alors moi, de mon côté, il y a je suis un peu comme Seb. Pourquoi? C'est parce que les Packers, avant le retour de Brett Favre, c'était un peu une équipe lambda quand même. Donc, c'est avec son arrivée que l'excellence est revenue. Alors, quand je parle de l'excellence, c'est-à-dire que même les années, il n'y a jamais eu 2 années où ça marchait pas, quoi. Donc,
je trouve que l'impact de Brett Favre a été plus grand. Alors oui, il aurait dû gagner plus. Oui, c'est vrai. Est-ce que, enfin, dans les deux cas, hein, ils auraient dû gagner plus de championnats, aller plus souvent au Super Bowl. Mais malgré tout, je reste de la team Brett Favre. Bien entendu, on ne parle que du sportif. Hein. L'extra sportif, l'un comme l'autre, ont des déviances, mais pas tout à fait les mêmes. Et moi, je suis un peu déçu de la fin de carrière d'Aaron Rodgers. Pas ses choix de club, mais surtout sa communication. J'ai eu du mal à comprendre. Donc voilà, même s'il a eu beaucoup de MVP, Aaron Rodgers, qu'il a amené, j'aurais aimé qu'il amène Green Bay un peu plus haut que ce qu'il n'a fait. Ok, allez, on va enchaîner. Il nous en reste 2. C'est toi, Seb, là, qui va te lancer là-dessus. Tu préfères, ça c'est l'épisode de la semaine dernière qui m'a inspiré. Tu préfères Ray Lewis ou Lawrence Taylor? Oh, purée. Non mais J'ai passé toute la semaine précédente. Un peu. Attends, Je vais donner un peu de lore pour notre invité et puis pour nos auditeurs. J'ai passé toute la semaine précédente à dire que pour moi, sur le poste de linebacker du GOAT, il y avait débat. Il y avait un vrai débat. Ray Lewis ou Lawrence Taylor. Alors, je vais choisir une réponse de lâche. Je vais dire Ray Lewis uniquement parce que je l'ai beaucoup plus vu jouer que Lawrence Taylor. Moi, quand tu es en train de dire que la réponse que j'ai donnée avant, c'est une réponse de lâche, c'est ça? Ouais, il y a de ça. Alors, plus sérieusement, Taylor, moi, quand je commence à m'intéresser au foot US, c'est au début des années 90, milieu des années 90. Taylor, il est pas sur le départ, mais voilà, il est sur la descendante encore à ce moment-là. Ray Lewis, moi, je vais devoir évoluer vraiment quand je vais être à bloc dans le football encore dans les années 2000. Donc, je vais choisir Ray Lewis uniquement parce que je l'ai vu beaucoup plus évoluer en tant que joueur que je n'ai vu Lawrence Taylor, mais il est indéniable que Taylor a eu un apport décisif dans le jeu et sur le poste de linebacker en particulier. C'est quasiment à partir de ses débuts qu'on commence à comptabiliser officiellement les sacs qui ne l'étaient pas ou si peu avant lui. Donc c'est quand même pas rien. Corey, je te pose la question, mais je connais la réponse. Bah déjà, Lawrence Taylor, il a raté sa carrière que j'étais déjà pas né, donc forcément, tu vois bien le truc, quoi. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi, Yaya? Hein? Alors, attends, excuse-moi, Non, je vais juste te dire un truc, petit con, ok? Non, ouais, j'ai pas assez d'expérience là-dessus pour partager, mais quand on voit tout ce qui tourne autour de Ray Lewis, c'était quand même une mentalité, c'était quand même un homme dur au mal. Et je pense qu'il a porté beaucoup de personnes à aller un peu plus loin que ce que leur corps ne le permettait, de par cette mentalité de dur à cuire, quoi. Ok. Oui, mais est-ce que lui, il envoyait des prostituées dans les hôtels des équipes adverses? Eh ben non. Voilà. Alors donc, voilà. Est-ce que lui, il prenait du crack à l'habitant? Eh ben non. Voilà. Bon. Vince, toi, entre les deux. Ray Lewis parce que Lawrence Taylor. Yaya, regarde ce que j'ai mis la semaine dernière. Il fallait qu'il parle de ces Giants. Je l'ai mis en Merci. The End. Voilà. Donc, pour moi, Lawrence Taylor était un excellent edge. On va parler de edge, parce que oui, c'était un edge. C'est-à-dire que le edge, c'est celui qui est le lineback extérieur ou le defensive end. Ça s'appelle un edge dans une défense. Ça veut dire qu'il peut faire un peu les deux. Il est mobile sur un côté de la défense et il doit se contenter. Son rôle, il est interdiction pour lui qu'il y ait une course qui passe à l'extérieur. Voilà. Donc, c'était un très très bon edge. Mais je trouve que Ray Lewis, en tant que linebacker, vision de jeu, plaquage pour perte, on en a parlé, dureté au contact, c'était quelque chose, c'était un monstre, avec un des très grands entraîneurs aussi à son poste qu'il avait chez les Ravens à ce moment-là, Jack Del Rio.
Tout ça parce Donc, que tu as serré la main à Jack Del Rio. Oui, bien sûr, voilà, parce que je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui serrer la main ce week-end, et c'était un moment très chouette. Mais non, vraiment par rapport au débat, Ray Lewis pour moi, parce que clairement c'est la définition même du linebacker costaud, fort, qui ne laisse rien passer et d'un battant, mais du début à la fin. Alors, ça n'enlève aucune de ses qualités à ton joueur fétiche des Giants, je l'entends bien, mais c'est aussi une autre époque, un autre moment. J'ai beaucoup plus vu jouer Ray Lewis, et donc je peux beaucoup plus juger avec Ray Lewis. Ok, bah moi vous l'avez compris, hein, moi c'est entièrement Lawrence Taylor, pour une raison très simple, c'est que c'est un Giant, premier choix de draft, enfin, il a relancé la franchise de New York, c'était le gars sûr de Bill Belichick quand il était coordinateur défensif, donc pour moi c'est vraiment le joueur d'abnégation par excellence. Alors après il y a toutes les dérives, hein, j'en ai parlé rapidement, mais des histoires comme ça, il y en a des millions et des millions sur lui. Je vous laisserai vous documenter. Moi, c'est surtout, oui, Corey, tu l'as dit, c'était pour parler des Giants et surtout pour faire un focus. N'hésitez pas à revenir sur le podcast de la semaine dernière où on fait nos GOAT par position. Allez, vous m'avez par message, vous m'avez demandé si je pouvais faire pire comme question. J'ai la dernière. Oula, on a demandé ça, nous? Oui. Enfin non, c'est Vince surtout. J'ai la pire question. Et alors attention, là je m'attends à vos réactions, je vous regarde vos réactions. Oula. Vous êtes plutôt Deshaun Watson ou Justin Tucker? Bon, messieurs, c'est tout pour moi. Bonne soirée. C'était un plaisir de participer. Sportivement parlant. Non, alors celle-là, je refuse de penser qu'elle ait été validée, celle-là. Elle a été survalidée. C'est même l'idée même de Flamme. Je balance. Non, mais non, c'était pour plaisanter. C'était une dernière question sous forme de boutade. Oui, parce que je me voyais vraiment pas répondre à ça. Alors, Hitler ou Pol Pot, on ne sait pas qui choisir. Voilà. Ah ouais, mais tu sais, il y en a, ils ont des circonstances atténuantes. Bon, en tout cas, c'est ainsi que s'achève notre saison 2 des épisodes Tu préfères. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Je tiens vraiment à te remercier, Corey, d'avoir pris du temps pour venir discuter avec nous. J'espère que tu as pris du plaisir à être avec nous, que c'était cool pour toi. Merci à vous, merci. Bien sûr que c'était un plaisir. Et puis au plaisir de revenir la prochaine fois. Ok, pas de souci. On va monter ça. N'hésite pas à revenir avec nous, continuer à discuter avec nous sur le Discord. Merci les gars. Seb, Vince, merci de votre participation et de vos éclairages. C'est ainsi que s'achève donc l'épisode, la saison 2 de l'épisode Tu préfères. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à aller écouter les copains. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, et à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao. Ciao. Ciao, bye. Ciao.